Véronique Darmanja et Magali Bonton, ce sont deux consultantes en lactation. L'une a accompagné plusieurs femmes séropositives qui souhaitent allaiter. L'autre a participé à l'élaboration d'une formation à l'allaitement dédiée à l'Afrique. Avec elle, nous allons revenir sur les recommandations officielles pour ce qui concerne l'allaitement des femmes positives au VIH, mais aussi nous allons parcourir des cas de la vie réelle. Souvent, la réalité est très éloignée des cas d'études. Véronique et Magali sont bien d'accord sur un point, les bénéfices du lait maternel par rapport aux préparations pour enfants aussi surévaluées en France. Je vous propose d'écouter cette conversation avec ces professionnels de l'allaitement et je vous renvoie aussi sur notre site internet pour récupérer les nombreuses émissions que nous avions dédiées au sujet de l'allaitement des femmes séropositives au VIH, une réalité souvent oubliée par une partie de la médecine officielle. Bonjour, donc je suis Véronique Darmanja, je suis consultante en lactation certifiée BCLC. Je travaille en libéral comme consultante en lactation depuis 15 ans. J'ai créé un centre allaitement à Paris parce que je voulais regrouper sur un même lieu tous les acteurs dont on avait besoin pour pouvoir résoudre tous les soucis autour de l'allaitement. Et j'ai également un organisme de formation à l'allaitement maternel. Alors donc je suis Magali Bonton, je suis consultante en lactation certifiée IBCLC. J'ai aussi un diplôme d'auxiliaire de puériculture, j'ai travaillé en maternité un petit peu et puis depuis 10 ans maintenant je travaille à 80% dans une PMI en région en Île-de-France et j'ai aussi un organisme de formation depuis 4 ans maintenant. Merci. Alors, Véronique, vous avez suivi plusieurs femmes qui ont décidé d'allaiter, qui étaient positives au VIH. Vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Alors, j'en ai rencontré plusieurs. Alors, il y a une de ces mamans qui m'a contactée quand elle était enceinte parce que elle était positive au VIH, mais elle avait une charge virale indétectable puisqu'elle était traitée depuis longtemps. Elle souhaitait allaiter son enfant à la naissance et poursuivre un allaitement aussi long que possible, mais l'équipe de maternité lui interdisait d'allaiter son enfant. Et donc, elle voulait des renseignements pour pouvoir discuter avec le chef de service en maternité pour pouvoir infléchir un peu la position de la maternité et pouvoir démarrer un allaitement pour son enfant. Donc avec cette maman-là, on a beaucoup travaillé sur rechercher à l'époque toutes les dernières études qui sortaient sur le risque de transmettre le virus au bébé par l'allaitement maternel chez une femme qui avait une charge virale indétectable. Donc on a collecté ensemble toutes les informations qu'on a pu trouver et toutes les études les plus récentes et elle est allée voir le chef de service avec toutes ces informations-là. Et je ne sais pas comment elle s'est débrouillée, mais elle a dû réussir à être sacrément persuasive parce qu'elle a réussi à ce qu'on l'autorise à allaiter son enfant dès la naissance et qu'elle puisse du coup après continuer l'allaitement. Donc ça, c'est une maman que j'ai rencontrée il y a quelques années. J'ai rencontré une autre maman il y a beaucoup plus longtemps que ça, à une époque où on n'avait pas encore les trithérapies généralisées pour les personnes séropositives au VIH. C'était une maman qui voulait donner son lait à son bébé du coup ce qu'elle avait choisi de faire c'était de faire une pasteurisation flash de son lait maternel à la maison pour le donner à son bébé. Alors à l'époque on n'avait pas les mêmes données que ce qu'on a actuellement. Actuellement on sait que la pasteurisation flash c'est pas le meilleur choix parce qu'on peut avoir du virus qui reste dans le lait maternel après une pasteurisation flash, mais à l'époque on ne le savait pas. Et en fait, elle a tiré son lait pour son bébé qui a été nourri exclusivement au lait maternel pasteurisé à la maison.
dès la sortie de maternité, puisqu'évidemment à la maternité c'était hors de question et c'était pas admis du tout, mais elle l'a fait dès la sortie de la maternité et son fils a eu exclusivement du lait maternel pendant 6 mois et a eu du lait maternel en tout pendant 2 ans. Donc ça, c'était une maman que j'ai rencontrée il y a plus de 10 ans, ça c'est sûr. Je ne sais plus quand exactement, mais c'était une maman qui m'avait marquée parce qu'elle était extrêmement volontaire et qu'elle a tenu très longtemps avec une logistique qui était quand même pas hyper évidente à vivre au quotidien à la maison. Et puis j'ai rencontré une maman que vous avez déjà interviewée dans votre émission il y a beaucoup moins longtemps que ça, qui allaitait son fils alors qu'elle était séropositive au VIH, avec une charge virale indétectable, avec un allaitement qui s'est globalement bien passé, mais c'est vrai que dès qu'il y avait des questions, par exemple, là, il a été question de sectionner le frein de langue du bébé et la maman avait repoussé cette idée de l'intervention en disant oui, mais qu'est-ce qu'on fait s'il y a du lait maternel sur une plaie dans la bouche du bébé? Est-ce que c'est dangereux, pas dangereux? Voilà, il y avait des questions très pratiques sur comment on gérait certaines situations. Oui. Et on reviendra sur tout ça. Et Magali, votre rencontre avec les questions de l'allaitement des femmes VIH se sont posées surtout quand vous avez dû construire une formation, mais destinée à l'Afrique. Oui, tout à fait. On a été contacté il y a quelque temps par un organisme de développement et qui voulait monter une formation de formateurs, en fait, lesquels formateurs s'adresseraient ensuite à des mères relais. Et en fait, il y avait une grande demande qui était par rapport à l'écoute et par rapport au fait que l'impression qu'ils avaient sur toutes les formations et tout l'accompagnement en allaitement maternel était voué à l'échec parce qu'en fait, on arrivait vers les femmes en leur disant voilà, c'est ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, et que ça ne marchait pas. Et donc, on a monté une formation beaucoup plus ciblée sur l'écoute et ça a rencontré beaucoup de succès. Mais du coup, il a fallu aborder tous les points techniques et entre autres VIH et allaitement. Sachant que la situation, les recommandations pour l'Afrique et pour la France sont différentes. Tout à fait. Oui, pour des raisons évidentes, mais pas forcément. C'est-à-dire, pour quelles raisons une femme en Afrique pourrait allaiter son enfant? Est-ce qu'elle risquerait moins? Alors, c'est pas qu'elle risquerait moins, c'est surtout que son bébé risquerait plus à ne pas être allaité. En fait, on considère que sur 100 bébés, si on considère, sur 100 bébés qui sont nourris au lait artificiel, il y en a 20 qui meurent du manque de protection du lait maternel dans les pays en voie de développement, les pays émergents. Et si on parle du VIH, à partir du moment où on réussit à avoir des mères qui vont recevoir des antirétroviraux et qui allaitent exclusivement, on insiste beaucoup sur l'exclusivité de l'allaitement pendant 6 mois, on considère qu'il y en a 2 qui seront contaminés pendant la grossesse ou l'accouchement et 3 qui pourront l'être pendant l'allaitement. Et donc ça fait plus que 5 bébés, 5 sur 100 potentiellement à risque d'être contaminés par le VIH, alors que de l'autre côté, il y en aurait 20 qui seraient morts qui meurent de gastro, de diarrhée, etc. Donc on est vraiment sur un choix bénéfice-risque qui sauve la vie à beaucoup de bébés. Et Véronique, pour revenir en France, en revanche, l'allaitement des femmes VIH n'est toujours pas préconisé parce qu'on dit que le risque zéro, il n'y a pas de risque zéro en allaitant son enfant. Mais vous étiez contacté par des femmes qui étaient extrêmement déterminées, je crois avoir compris de votre raconte de tout à l'heure. Oui, tout à fait. C'est des mamans qui considéraient que ne pas donner leur lait à leur bébé faisait courir un risque de santé à leur bébé plus important
que le risque potentiel d'une contamination à partir du moment où soit elles avaient une charge virale indétectable, soit elles pasteurisaient leur lait. D'ailleurs, en France, on ne considère jamais comme étant une possibilité le fait de pasteuriser le lait de la mère. Or, une pasteurisation de Holder, qui est la pasteurisation qu'on utilise dans un lactarium par exemple, une pasteurisation de Holder, elle détruit le VIH s'il y en a, et même si c'est compliqué, c'est toujours faisable à la maison. Donc en fait, on considère que ça n'est pas faisable et que c'est trop lourd sans laisser le choix aux femmes, en fait. Et c'est un peu ce que je reproche aux pays développés, c'est de ne pas laisser le choix, de ne pas surtout donner les vraies informations sur ce qui est faisable et pas faisable, parce que même si effectivement on aura peut-être 95% des femmes qui ne voudront pas faire un choix comme celui-là, on a peut-être 5% des femmes qui voudront le faire. Et pourquoi on priverait ces bébés du bénéfice du lait de leur mère? Et puis l'autre chose, et je pense que c'est quand même des notions qui vont bouger dans les années à venir, c'est que on a quand même des notions du risque de contamination extrêmement faibles à partir du moment où on a un certain nombre de points respectés, et notamment parmi ces points une charge virale indétectable. Et en recherchant, j'ai pas vu de cas de contamination par le lait maternel qui soit répertorié une fois qu'on a tous ces points respectés. J'ai aucune documentation d'un cas répertorié, donc c'est quand même un principe de précaution qui ne tient absolument pas compte du risque du non-allaitement, y compris dans un pays développé, et que en plus le risque du non-allaitement est considérablement augmenté dans les populations qui n'ont pas les conditions matérielles nécessaires à une reconstitution sûre des préparations pour nourrissons. Et même quand on habite en France, même quand on vit en France, on peut très bien ne pas être dans des conditions de vie qui permettent de reconstituer de manière sûre des préparations pour nourrissons. Et ça, on n'en tient absolument pas compte aujourd'hui sur cette question VIH et allaitement. Vous parlez justement de certaines pratiques, de certaines conditions, qui doivent être respectées pour allaiter en toute sécurité. On a dit sûrement la charge virale indétectable. Est-ce qu'on peut rappeler aussi les autres? Alors, les autres, c'est des conditions qu'on peut retrouver dans un document qui a été édité par WABA. En fait, les conditions pour avoir un allaitement maternel par les mères qui vivent avec le VIH, pour avoir un allaitement en sécurité, c'est que les mères soient diagnostiquées avant la grossesse ou très tôt pendant la grossesse, qu'elles aient reçu un traitement antirétroviral complet pendant au moins 13 semaines avant la naissance de leur bébé, qu'elles aient une charge virale indétectable, qu'elles poursuivent leur traitement antirétroviral, d'administrer une prophylaxie antirétrovirale au bébé de la naissance à 4 semaines pour le protéger du virus qui peut être acquis à la naissance, de pratiquer un allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie de leur bébé, de continuer à allaiter leur enfant tout en donnant des aliments complémentaires appropriés jusqu'à 1 an, voire plus. Donc ça, c'est les conditions, et il y a un élément qui n'est pas indiqué dans cette liste-là et qui est quand même important, c'est d'accompagner ces femmes pour qu'on ait des allaitements qui se passent bien, sans crevasse et sans mastite, qui sont 2 conditions qui peuvent augmenter le risque de transmission. Merci. Et Magali, par rapport à quand vous avez construit ces recommandations, cette formation destinée à l'Afrique, est-ce que vous voyez une contradiction dans le sens que les femmes qui vivent en Afrique, elles avaient ces genres de recommandations, mais les femmes africaines qui vivent en France, elles ont des autres. Il y a quand même un paradoxe. C'est surtout un paradoxe important que, en fait, il y a un mauvais accompagnement, je dirais, des femmes qui arrivent d'Afrique et qui
qui sont en France, dans le sens où elles choisissent l'allaitement, mais souvent elles font du mixte. Or le mixte est tout à fait déconseillé parce que le lait artificiel va pouvoir enflammer un peu la muqueuse intestinale et donc augmenter les risques de passage du VIH. Et puis les femmes africaines en France, elles sont souvent en situation précaire. Et par ailleurs, elles vont vouloir faire croire qu'elles allaitent parce que justement, si elles n'allaitent pas, elles sont stigmatisées. Mais en même temps, on ne les accompagne pas correctement pour qu'elles allaitent correctement, quoi. Enfin, qu'elles allaitent exclusivement. Donc c'est vraiment une situation un peu vraiment problématique, quoi, puisqu'on n'est pas, on regarde pas plus loin, je dirais, par rapport à ces femmes-là. J'ai l'impression qu'on leur laisse pas le choix, comme n'importe quelle autre femme, puisque par exemple celle que Véronique a pu rencontrer, c'était non madame, vous êtes séropositive, donc il n'en est pas question. Et il a fallu des personnes qui puissent se battre contre les avis médicaux. Et celles donc qui arrivent, c'est on met le bébé sous antirétroviraux et puis on leur donne des préparations pour nourrissons sans leur poser la question. On se pose même pas la question de savoir si ces femmes par derrière, elles vont allaiter un petit peu. Et c'est souvent ce qu'elles vont faire en plus. C'est possiblement ce qu'elles vont faire, oui. Et je crois du coup avoir compris que de toute façon, l'accompagnement de ces femmes, c'est vraiment extrêmement individualisé. Ça dépend vraiment de leur parcours, des informations qu'elles possèdent et de comment elles peuvent les mettre en pratique. Mais est-ce qu'il y a des questions plus fréquentes qu'ils se posent, Véronique? La première question, c'est clairement comment communiquer avec l'équipe médicale. Ça, c'est vraiment clairement la grosse question. Parce que la femme dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait choisi de pasteuriser son lait à la maison, l'a fait sans jamais en parler à l'équipe médicale qui suivait son enfant. C'est-à-dire que le pédiatre n'était pas au courant, la maternité n'était pas au courant qu'elle tirait son lait, personne n'était au courant. Et ça, c'est pas admissible d'en arriver à une situation pareille, parce que tout simplement, quand on a une équipe médicale qui ne veut absolument rien écouter, on rentre dans un conflit finalement. Et cette discussion possible avec l'équipe médicale, c'est vraiment un énorme problème aujourd'hui en France, où on a, je dirais, des protocoles qui prennent le pas sur les preuves et sur la situation individuelle. Parce que on infantilise beaucoup les mères, on leur dit ce qu'elles doivent faire au lieu de les accompagner par rapport à ce qu'elles souhaitent faire. Donc ça, c'est vraiment la question la plus fréquente. Après, moi, j'ai pas une expérience non plus avec 20 mamans. Les mamans que j'ai rencontrées, c'était le problème des relations avec le monde médical. C'était ensuite le problème de comment c'est vu par l'entourage, parce que l'allaitement maternel n'est déjà pas toujours bien vu en France, mais chez une mère séropositive, c'est carrément criminalisées en leur disant qu'elles sont inconscientes, qu'elles font prendre des risques à leur enfant, alors qu'il existe des préparations pour nourrissons et que ça marche très bien. Mais c'est vraiment parce qu'en France, on n'a aucune notion des risques qu'apporte l'alimentation avec une préparation pour nourrissons, et que les gens pensent que c'est le moyen le plus sûr de nourrir un bébé. Donc on a vraiment des préjugés culturels qui jouent contre ces femmes-là, alors qu'évidemment, c'est jamais des femmes qui veulent faire courir un risque à leur enfant, jamais au grand jamais. Est-ce que je peux vous poser une question plus personnelle, surtout quand vous disiez que vous avez reçu la première femme qui avait le VIH il y a 10 ans. À l'époque, pour vous, cette question, c'était une question nouvelle, j'imagine. Vous avez dû vous renseigner à l'époque. Est-ce que ça vous avait... Comment vous l'avez pris sur le moment? Sur le moment, cette maman-là, elle m'a expliqué ce qu'elle faisait. J'ai été surprise, bien entendu, parce que j'avais jamais rencontré de femme qui faisait ça, et c'était il y a plus de 10 ans. C'est plus proche de 15 que de 10 à mon avis.
J'avais jamais accompagné de femme dans cette situation-là, donc forcément pour moi c'était questionnant. Mais cette maman, elle était extrêmement carrée, elle savait exactement ce qu'elle faisait, elle le faisait extrêmement sérieusement. Donc quand j'ai bien vérifié que la pasteurisation détruisait le virus, je voyais pas où était le problème, puisque de toute façon elle pasteurisait son lait et que son bébé n'avait que du lait pasteurisé. Donc je ne pouvais que l'encourager à continuer tant qu'elle souhaitait le continuer, parce que moi je voyais pas où était le problème. Alors après, c'était plus, effectivement, le problème, il était plus du fait qu'elle le cachait, en fait. Et qu'elle le cachait à la fois au médecin qui suivait son enfant, que personne ne le savait, finalement, et qu'elle était obligée de le faire toute seule dans son coin. Oui. Et par rapport au futur, ça c'est une question que je poserai à tous les deux. Comment vous voyez, qu'est-ce que vous pensez qu'il manque? Est-ce qu'il faudrait plus d'analyse? Parce que le lait maternel, c'est quand même quelque chose qui change beaucoup. Il change déjà de semaine en semaine. Comment vous voyez, comment vous pensez qu'on peut sortir de cette impasse et aller plus vers le besoin spécifique des femmes? Oui, moi je pense qu'on ira progressivement. Je suis optimiste, allez, soyons. C'est-à-dire que dans le sens où on va vers un consentement éclairé, petit à petit, voilà, c'est le gros mot qu'il faut sortir, mais petit à petit, j'ai l'impression quand même que les professionnels de santé commencent à se poser des questions sur, voilà, ils sont plus les dieux tout-puissants et ils cheminent plus vers donner des informations aux patients pour qu'ils puissent prendre sa décision et donner son consentement éclairé. Alors évidemment, ça prend du temps parce que c'est toute une société qui est construite comme ça, qui est construite sur c'est la blouse blanche qui sait, et puis la blouse blanche, elle n'a pas du tout envie de se réinterroger et de se questionner. Là où je pense qu'on aura aussi quand même pas mal de progrès, c'est que de plus en plus alors je dirais que la profession médicale se féminise aussi beaucoup. Et moi, je vois pas mal de jeunes médecins femmes qui deviennent mères de famille et qui se posent des questions sur l'allaitement et qui, du coup, cherchent à se former parce qu'elles se sentent bien pauvres quand il faut accompagner les mamans qui viennent les voir. Et donc, par ce genre de personnes, on va y arriver. Mais voilà, c'est cette histoire du consentement éclairé. Et ça, c'est quelque chose que je pense que les mamans peuvent invoquer, quoi. Dire, mais attendez... Je peux aussi, justifiez-moi votre choix. Je suis complètement d'accord avec Magali et je pense que plus on pourra fournir de la documentation aux mères pour qu'elles puissent avoir des armes pour discuter, enfin des armes, c'est pas le bon mot, mais des arguments pour discuter avec les professionnels et mieux ça passera. Mais il y a aussi il y a deux autres choses que je trouve très importantes. La première, c'est qu'il faut qu'on arrête de penser que les préparations pour nourrissons, c'est parfait pour un bébé et que finalement, on analyse un bénéfice-risque uniquement dans l'optique VIH et allaitement, mais on ne met absolument pas dans la balance aujourd'hui en France les préparations pour nourrissons et les risques qu'elles induisent. Et ça, il va falloir qu'on finisse par y arriver quand même. Et puis la deuxième chose, c'est dans la même lignée que le consentement éclairé, c'est se poser auprès de chaque mère individuellement pour voir de quoi elle a envie, qu'est-ce qui est important pour elle, pour avoir des solutions qui soient individualisées et non plus protocolisées et imposées à tout le monde. Et ce qui veut dire qu'il faut écouter les femmes et écouter aussi toutes les femmes qui ont des difficultés à parler français, à exprimer ce qu'elles souhaitent en français. Et aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui sont touchées par le VIH qui sont dans cette situation-là. Donc, ça nécessite un travail autour de l'écoute plutôt que d'appliquer des protocoles qui soient brutaux quelque part. En effet, en France, il va falloir qu'on arrive à comprendre que la préparation pour nourrissons, c'est pas le Saint Graal et qu'il va peut-être falloir comprendre que c'est quelque chose de correct, mais que ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'il y a dans le lait des mamans.